qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nitombo. Je vous présume nombreux et bien portants déjà devant vos petits écrans pour suivre votre magazine d'actualité politique Kinani. Voilà pourquoi je dis bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sur ce plateau, je reçois M. Faustin Chamba, président du mouvement des autochtones du Congo et conseiller particulier du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabuye-Mwanaboté. Mais avec lui, nous allons décrypter autour de trois thématiques principales. Nous allons parler du gouvernement Sama Lukonde et ses réalités. Nous allons parler sur la thématique intitulée « Qui se cache derrière le massacre de l'Est de la République ?» Et puis, tertio, on va finir avec la thématique mystère ou surprise. Mais bien avant cela, la toute première partie de ce magazine est consacrée à l'information dont voici les grandes lignes. Le gouvernement Sama Lukonde ne sortira bien avant le retour du président Félix Tshisekedi Tshilombo au pays, annonce Kitenge Yesu, le haut représentant du chef de l'État. Il poursuit que le chef de l'État tient à se rassurer que tout a été fait dans le respect de principes et consigne bien avant la publication de cette équipe de Sama Lukonde. Il n'y a pas de retard dans la formation de cette équipe de Sama Lukonde, a-t-il encore ajouté, parce qu'il n'y avait pas de délai, ce qui est contraire à l'opinion publique qui pense que le Premier ministre Sama Lukonde a pris beaucoup de temps pour la formation de son équipe. Et puis le ministre d'infrastructure et travaux publics, M. Willy Ngopo, est arrivé ce lundi 29 mars à Kananga dans la province du Kassai oriental pour le lancement du projet Tshilejilo. Après l'accueil chaleureux qu'il a reçu dans la ville de Kananga par le gouverneur à l'intérim, M. Tarcisse Kabatoswila, Willy Ngopo s'est rendu directement dans la commune d'Indécha où une foule immense l'attendait pour le lancement de ce projet Tshilejilo. Et puis l'Assemblée nationale, l'honorable député national Jean-Marc Kabunda Kabound a présidé sa toute première plénière à l'Assemblée nationale. Le premier vice-président a remplacé l'honorable Mbosso Kodia qui a quitté à mi-séance l'hémicycle pour l'urgence liée à cette institution. Santé, nous allons signaler qu'il y a 90 nouveaux cas confirmé qu'a testé positif pour la pandémie Covid-19. Nous allons finir avec la FECOFA. Le président Costa Omari ne sera pas présent aux élections prévues la fin de cette année. Donc, il a déclaré sur le plateau de Canal+ qu'il est temps de laisser la place aux autres. Ce magazine continue sur ce plateau avec la deuxième partie consacrée au décryptage et analyse avec l'invité du jour, M. Faustin Chamba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, mon frère. Très ravi de vous revoir encore. Merci beaucoup. Comment la santé pour ce dernier temps? Non, nous sommes bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Je sais que ceux qui nous suivent ont déjà été briefés que je reçois M. Faustin Chamba, président du mouvement des autochtones du Congo et puis secrétaire particulier de M. Augustin Kabuye. Parlons maintenant de la première thématique, gouvernement Sama Lukonde et ses réalités. Tout le monde veut devenir ministre. Est-ce possible, surtout que le gouvernement sera réduit par rapport à l'effectif? Est-ce possible que tout le monde devienne ministre? Je suis d'abord très content et je suis conseiller principal de M. Augustin Kabuye, le secrétaire général de l'UDPS, à qui j'ai dit bonjour. Le gouvernement est là. Il doit venir. Est-ce que tout le monde pourra entrer dans le gouvernement? J'ai dit non. Pourquoi? Nous devons d'abord savoir que nous avons un pays de plus de 80 millions d'habitants et nous avons
plus ou moins 40% des cadres intellectuels au niveau du pays. Vous savez que les Congolais sont parmi le peuple africain qui étudie beaucoup et qui sont vraiment intelligents. Et aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut devenir ministre? Non, tout le monde ne peut pas devenir ministre parce que le gouvernement doit avoir une quarantaine de personnes. Et nous sommes plus de 80 millions. Est-ce que nous tous, nous devons entrer là-bas? Non. Raison pour laquelle je me dis que le chef de l'État a placé, et le Premier ministre, l'actuel Sama Lukonde, ont placé des principes et des critères pour le devenir. Donc il y a des critères, si les gens répondent aux critères, là, ils peuvent être récupérés dans l'équipe gouvernementale. Merci beaucoup. En fait, tout le monde ne participera pas à ces gouvernements. Mais lors de l'adhésion massive des politiques congolais dans la vision du chef de l'État de l'Union sacrée, on se disait qu'on n'est pas là pour les intérêts personnels. Donc, s'il faut prendre cette option-là, on ne devait pas avoir de tiraillements. Mais jusqu'à présent, il n'y a que des disputes qui tournent tout autour des postes. Ne voyez-vous pas que le politique congolais ne pense vraiment pas au peuple? Non, non, ils pensent au peuple, mais pas tous. Ils pensent au peuple, mais pas tous. Il y en a qui pensent au peuple, il y en a qui pensent à leur ventre. Donc, mais nous devons souligner une chose. Nous devons savoir que quand on est dans un parti politique, l'objectif principal d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Ils sont là, ils ne sont pas là comme dans une église où ils doivent applaudir les autres. Ils sont là pour lutter et avoir le pouvoir. Mais effectivement, ils sont là pour avoir le pouvoir. Oui. Vous êtes déjà député national, vous êtes locataire de l'hémicycle national. Et quelles sont les ambitions qui vous poussent encore à quitter l'hémicycle pour rejoindre le gouvernement? C'est là où je vais aller. Donc, ils sont là pour le pouvoir, mais pas le pouvoir pour le pouvoir. Ils sont là aussi pour servir le peuple. Mais malheureusement, nous trouvons qu'il y en a qui ne sont là que pour poursuivre le pouvoir pour le pouvoir. Donc quand il n'y a pas de pouvoir, il ne peut pas faire quelque chose. C'est ça ce qui n'est pas bien. Vous êtes déjà député, vous pouvez rester député. Il n'est pas dit que parce que vous avez adhéré à la vision du chef de l'État, c'est que d'office, vous devez tous être dans le gouvernement. Donc si nous pouvons aller dans cette logique-là, aujourd'hui, le chef de l'État a plus de 300 députés comme majorité. Donc c'est que on devrait former un gouvernement de 300 députés parce que tous, ils se sont alignés derrière le chef de l'État. Non, ils se sont dit non, nous sommes là derrière le chef de l'État pour servir le peuple. Et quand on veut servir le peuple, comme Jésus-Christ, des fois on s'oublie, on doit s'oublier. On ne doit pas viser ses propres intérêts, mais on doit voir, placer en premier lieu l'intérêt supérieur de la population. C'est ça le problème. Mais si le gouvernement traîne, il n'est pas toujours question de dire que non, parce qu'il y a eu tiraillement ou parce... Non, il n'y a même pas tiraillement. C'est un débat démocratique. Les gens sont libres de se porter garant ou candidat à tel ou tel autre poste. Même nous autres ici, vous le savez, nous sommes représentants des peuples autochtones du Congo. Nous pouvons aussi, ou nous avons aussi ces ambitions-là, de nous porter aussi candidats. Mais c'est au chef de l'État et au Premier ministre de regarder maintenant dans leurs critères, dans les principes qu'ils ont placés. Est-ce que nous répondons oui ou non? Donc, parce qu'on a dit que ce gouvernement, normalement, doit être un gouvernement des technocrates. Quand on parle de technocrates, on voit des techniciens, les spécialistes dans telle ou telle autre matière. Ce n'est pas comme dans d'autres gouvernements des régimes passés qu'on a vu, quelqu'un qui a fait, disons par exemple, il est sportif, mais il se retrouve dans l'enseignement. Excusez, s'il faut prendre les contextes que vous venez de soulever, ouais. Même jusqu'à présent, ça s'est fait. La vice-ministre de Mines. Ouais. Elle est dans le mine pour le moment, mais selon ce qu'on a eu en tant que journaliste d'investigation, elle n'a pas fait de mine, elle a fait quelque chose, si je ne me trompe pas, à la santé publique. Donc c'est comme si le même système continuait jusqu'à présent. Non, non, le même système ne continue pas. Généralement, d'abord, nous devons savoir que nous, au Congo, nous faisons les études presque généralistes. Donc nous sommes presque les généralistes. Ça, c'est un problème. Mais aussi, moi-même, j'ai fait le développement rural. Mais je suis journaliste pour votre information. Okay. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir fait aussi
domaine, mais il a fait des formations sur l'État. C'est-à-dire, il a fait des formations dans tel ou tel autre domaine pour se spécialiser. Donc, notre souci, c'est quoi? Soit une autre personne peut avoir fait tel domaine, mais il a beaucoup plus travaillé dans telle carrière, hein, et puis il s'est spécialisé. Et cela, c'est encourageant. Mais si c'est quelqu'un qui sort, il a fait la mécanique et il devient pilote, là, on ne peut pas encourager ça. Raison pour laquelle ça traîne, parce que le chef de l'État a tapé vraiment du doigt sur la table pour dire qu'on doit respecter les principes. C'est un gouvernement qui doit être un gouvernement spécial. Ça doit prendre du temps. Parce que maintenant, le chef veut vraiment s'affirmer. Il est le seul boss maintenant. Allons-y avec cette ligne-là. Le gouvernement doit être donc composé des techniciens, mais c'est tout à fait normal. Ça traîne malgré qu'il faut qu'il y ait des techniciens. Ça traîne parce qu'il y a des urgences de la population. La population souffre. Il y a des demandes, il y a des situations par-ci par-là qui demandent qu'il y ait déjà un gouvernement établi. Bon, essayons maintenant un peu d'avancer. Bon, je voudrais d'abord, oui, peut-être dire un mot par rapport au temps. Ouais. Non, mon frère, nous devons savoir que en Belgique, il y a eu un gouvernement qui est sorti une fois après 2 ans. C'est-à-dire, il y a eu l'absence du gouvernement pendant 2 ans. Donc, l'État ne peut rien dire. Il ne faut pas que les chefs, ou qu'on puisse pousser les chefs à faire des choses dans la précipitation. Le secrétaire général de l'IDPS l'a dit le dimanche. Il a dit, il y a eu des critères, par exemple, de respect des genres, hein, des parités et tout. Et si, peut-être, on vous demande d'envoyer les noms ou les propositions des noms en respectant certains principes, certains critères, et vous faites le contraire, on ne peut que vous renvoyer la liste pour que vous puissiez proposer selon les critères établis. Et si vous traînez, c'est ça ce qui prend vraiment du temps, parce qu'on doit vraiment bien juger cela. Merci beaucoup. Allons-y avec ce qu'a déclaré Augustin Kabouya, que la monture, s'il faut aller plus loin, la deuxième monture de Sama Lukonde n'a pas été signée par les premiers citoyens, Félix Tshisekedi, parce qu'il n'y avait pas la représentativité des femmes. Bon, à partir de cela, ne voyez-vous pas que c'est comme si Sama Lukonde ne maîtrise pas jusqu'à présent la vision du chef de l'État? Parce que même la première dame a vu Sama Lukonde pour solliciter la représentativité des femmes au sein de ce gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'il puisse faire la monture là où les femmes ne sont pas représentées? Ne voyez-vous pas que c'est comme s'il ne maîtrise pas encore la vision du chef de l'État? Non, si on disait cela, donc on se trompe. Mais du moins, il faut savoir que le chef de l'État a placé quel pourcentage pour les femmes. D'abord, la Constitution donne déjà aux femmes 30%. Et aussi la jeunesse, non n'oubliez. Donc si Sama, par exemple, a donné aux femmes, supposons, 15%, alors que le chef veut déjà aller jusqu'à 25% ou même à 30%, il ne peut que lui dire non, non, il faut qu'on puisse se revoir pour vraiment accomplir notre tâche, disons, faire ce que la Constitution nous exige. Autrefois, on a vu les femmes représentées à 2%. À 3%. Mais le chef de l'État est en train de faire changer les choses. Vous avez vu que le gouvernement passé, il y a eu la représentation des personnes vivant avec handicap. C'est ce qui ne se faisait pas auparavant. Donc le chef est en train de venir avec une autre touche. Hein? Il est en train de révolutionner les choses dans le pays. Comme aujourd'hui, il parle des femmes. Demain, il va parler aussi de la représentation des peuples autochtones. Parce que vous n'allez pas... Ah oui, représentation des autochtones, c'est ce qui a toujours été votre souhait. Bien sûr, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que déjà au niveau du Parlement, d'ailleurs je félicite l'actuel bureau qui a déjà mis dans son calendrier la question des peuples autochtones. Et surtout, sans oublier, ce sont les 2 bureaux. Ouais. Donc la haute chambre et la basse chambre, ils sont en train déjà de faire quelque chose sur les autochtones, je pense. C'est ça. Ouais. Et dans cette loi-là, il y a des propositions qui parlent aussi de la cooptation, de l'intégration des peuples autochtones dans toutes les sphères, hein? Donc des directions de notre pays. Et demain, vous allez aussi écouter le chef de l'État parce que je le connais, il a dit qu'il va lutter contre
forme de discrimination. C'est un homme de parole. Il parlera aussi de la représentation des peuples autochtones dans tous les échelons de notre pays. Donc vous allez aussi l'incriminer parce qu'il exige ça? Non. Nous devons respecter juste les principes. Quand on est dans les principes, les choses avancent aisément. Et quand on n'est pas dans les principes, on doit attendre jusqu'à ce que ça doit être bien fait. Parce qu'aujourd'hui, si on sort un gouvernement que la population ne pourra pas aimer, vous voyez qu'on va encore crier sur le chef de l'État. Raison pour laquelle on doit lui donner tout son temps pour que les choses soient très bien préparées. Merci beaucoup. Toujours par rapport au gouvernement Sama Lukonde, ne voyez-vous pas que il semblerait que l'informateur n'avait pas vraiment facilité la tâche au Premier ministre? Parce que si tout était déjà bien établi, Sama ne pouvait pas avoir autant de dilemmes pour la composition de ce gouvernement. Non, il n'a pas de dilemme. Le problème, c'est que nous avons autant de regroupements politiques dans notre pays. C'est ça le problème. Et chaque regroupement doit être représenté. Or, les problèmes se font d'abord au niveau des partis, au niveau des regroupements. Il y a certains messieurs, certains Congolais, il est peut-être chef du regroupement, il a été déjà dans autant de gouvernements, mais il veut toujours qu'il soit toujours là. Est-ce que les autres membres de ces regroupements-là vont accepter cela? C'est ça où les problèmes d'abord se posent. Et ça prend du temps. Et quand ça monte aussi, si les principes et les critères ne sont pas respectés, ça doit encore être renvoyé pour être récomposé. Mais du moins, je pense que les Congolais doivent garder leur mal en patience parce que je sais qu'incessamment là, le gouvernement va déjà sortir. Merci beaucoup. Bien avant de continuer avec notre invité au décryptage et analyse sur ce plateau, je tiens à signaler que l'équipe de ce magazine qui est atterri, c'était hier, dans la province du Kasaï central, avec le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, ensemble avec le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Victor Ntombati, qui est là. Ils sont déjà là pour le lancement du projet Tshilé-Djilou. Mais bien avant de continuer, je demande à ce qu'on nous balance les éléments que cette équipe a pu réaliser en Mbuji-Mayi, dans la ville diamantifère du Kasaï oriental. Et on se retrouve juste après. Dans le cadre de la réalisation du projet Tshilé-Djilou, initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'étendue du territoire national, le directeur général de l'Office de voirie et drainage, M. Victor Ntombati et son équipe d'experts, sont arrivés dans la ville diamantifère de Mbuji-Mayi, capitale de la province du Kasaï oriental, pour le lancement officiel de ces projets. Accueilli chaleureusement à l'aéroport de Bipemba par une délégation du gouvernorat des provinces, Victor Ntombati s'est senti honoré dans la province de Jamaouja-Mouteba. Conscient de ses responsabilités envers sa nation, le patron de l'Office de voirie et drainage OVD a précédé au lancement du projet dans le Grand Kasaï en commençant par la ville de Mbuji-Mayi. Parcourant les différentes communes de cette ville, le numéro 1 de l'OVD a découvert plus de 450 têtes d'érosion qui ont déchiqueté la ville et a handicapé la circulation de la population kassaïenne. Après l'observation de ces 450 têtes d'érosion, Victor Ntombati a mis en application une technicité qui a permis d'aplanir l'une des 450 têtes d'érosion de cette ville. Satisfaite par le fait de voir que l'OVD a répondu positivement à la situation inquiétante de la ville, quelques résidents se sont confiés à notre envoyé spécial sur place, demandant au chef de l'État d'améliorer leurs conditions de la vie sociale. Déterminé dans la réalisation du projet Tshilé-Djilou et d'assumer ses responsabilités, Victor Ntombati a toujours dû penser la planche, notamment parce qu'une longue trajectoire est toujours devant lui. La ville de Kabinda, Losambo, Kasaï central et le Haut-Katanga. Ceci, c'est juste pour montrer sa détermination et l'amour qu'il a envers sa nation. Moulaï, maintenant des bazo ramblés, bazo tondisa, babondisi vraiment. Merci na OVD, merci na papa Ntombati la Victor, ou azali animé de bonne foi. Ou azo sala musala parce que azana mabele mami.
naza na kati ya mbushimai bula babwani bula babulaya mais tubasana bula babulaya bubumbuka bonse alors yango tosengi na muko ntombolo mwa mai Félix Tshilombo Tshisekedi yoka biso. Ensemble avec l'OVD et Victor Ntumba-Tshikela, raideront l'image de la République démocratique du Congo. C'est votre magazine d'actualité sociopolitique qui étant sur place, a pu réaliser ces images. Qui, Nani, est là pour vous servir. Nous étions, nous sommes et nous serons. Merci à la régie pour cet élément. J'étais en train de dire que c'est là le travail réalisé par votre magazine Kinani qui était sur place dans la ville Diamanté-Fer de Mbujimaï, la province du Kassai oriental dirigée par l'excellence gouverneur Zamaou Jamuteba. Nous revenons sur ce plateau avec M. Faustin Chiamba. Bon, quels sont les atouts que le premier citoyen de la République aurait avec ce gouvernement de Samuel Kondé qui est de l'Union sacrée? Avec le gouvernement de l'Union sacrée, parce que c'est un gouvernement fait par la volonté du peuple et par donc le directive du chef de l'État, je pense que la première des choses, atout ou avantage, sera qu'il est le seul maître à bord. C'est le seul chauffeur, comme on dit que donc on ne peut pas conduire un véhicule par deux personnes. Donc il devient le seul chauffeur. Donc si aujourd'hui, après la publication de ce gouvernement, le peuple ne se retrouve pas, la faute sera à lui. Oui, c'est ce que je voulais dire, qu'il est le seul chauffeur incontournable et incontestable. Et alors, à partir de là, c'est sa ligne qui doit être suivie. Et le ministre ou le mandataire ou qui que ce soit qui ne pourra pas suivre sa ligne, il pourra non seulement être viré, mais aussi poursuivi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si le chef ne reçoit pas, c'est lui seul et l'unique qui sera vu. Et ce ne seront pas les ministres. Donc c'est lui qui a des comptes à rendre au peuple. C'est lui qui a le compte à rendre au peuple. Raison pour laquelle, pour le moment, il aura vraiment l'œil regardant sur le travail de chaque ministre. Il n'y aura personne qui va encore faire vraiment sa propre volonté, si ce n'est que la volonté du peuple et la directive du chef du gouvernement et du chef de l'État. Merci beaucoup. Nous allons évoluer. Passons maintenant à notre deuxième thématique. Bien avant cela, une question me vient en tête. Avec le régime passé, celui de M. Joseph Kabila, si un Congolais parvenait à casser pipe ou à être tué, le sang de ces citoyens devait tomber sur le président. C'est ce qui a été divulgué par les gens de l'IDPS. Aujourd'hui que Kabila n'est plus, c'est Félix Tshisekedi qui dirige le Congo. Tous les Congolais qui sont en train de disparaître, leur sang retombera sur qui? Et le sang de ceux qui disparaissent, qui sont tués, ne tombe que sur ceux qui portent la main sur eux. C'est-à-dire, quand vous portez la main sur la vie d'un individu, donc son sang, même la Bible le dit, retombe sur vous. Son sang, comme on dit que l'infraction est individuelle. Mais lors de Kabila Joseph Kabangé, même si une personne est ensorcelée dans sa famille, tamponnée, tuée, comme par exemple à l'Est, tout retombait sur Kabila. Pourquoi? Non, ici, j'aime beaucoup votre émission parce que c'est d'abord une émission éducative. Nous ne pouvons pas ramasser ce qui se passe dans la masse ou dans la rue pour dire que c'est ça ce qui doit être suivi. Oui, bien sûr, même aujourd'hui, tout ce qui se passe, les gens mettent ça sur la tête même de l'actuel président. Mais en réalité, est-ce que c'est cela? À moins que si le président donne l'ordre d'aller tirer, d'aller tuer, là, directement, ça tombe sur lui. Mais si il est là, il dirige bien sûr, mais il y a des infiltrés, il y a des gens mal intentionnés qui font du mal. Est-ce que ça doit tomber sur le chef de l'État? Je pense non. Mais du moins, comme garant de la nation, il doit avoir quand même les regardants à partir de ses services de sécurité, à partir de ses services c'est pas moi, des renseignements et tout. Mais du moins, l'infraction est individuelle. Merci beaucoup. L'infraction est individuelle. Le président serait responsable si au moins il donnait l'ordre. Bien sûr. Qu'un citoyen soit abattu. Voilà. Merci. Deuxième thématique. Qui se cache derrière le massacre de l'Est, selon vous?
Le massacre de l'Est, vraiment, ça fait couler encre et salive, ça fait couler des larmes dans nos yeux et dans nos cœurs quand nous voyons nos frères et sœurs de l'Est tués. Ça nous fait très mal. Est-ce que vous savez que pour le moment, si même on m'appelait d'aller vivre à l'Est, je refuserais. Mieux vaut vivre à une boucherie que d'aller rester à l'Est. Oui. Des citoyens qui sont disséqués, décapités comme si c'était des chèvres et des porcs. Et pourquoi tout ceci? Tout cela, mon frère, c'est d'abord regrettable. Je vais encore vous informer ou peut-être vous rappeler que même nos confrères autochtones ont été décapités. Plus de 45 personnes il y a du moins 2 mois passés ou 3 mois. Et bien qu'on n'avait pas proclamé le deuil national, nous, en tant que représentants des autochtones, nous en regrettons. Mais du moins, ça fait très mal. Et ce qui est là, c'est d'abord de nous poser des questions. Quelle est la cause de cette guerre? La cause, c'est d'abord que nous avons des richesses. D'abord, la RDC en général, c'est un pays béni de Dieu, un scandale géologique, comme on l'a dit. Les sous-sols et les sols de la RDC est richement béni par Dieu. C'est vraiment le paradis, comme on peut le dire, terrestre. Alors, nos richesses sont convoitées non seulement par les étrangers, mais par même nos propres fils. Alors, la cause, ou les causes de cette guerre, ou ces massacres, c'est d'abord la convoitise. Et la convoitise. Vous venez de parler d'une terre richement bénie. Et pourquoi pas les gouvernements congolais ne parviennent pas à sécuriser ces richesses et la partie de son pays qui est richement bénie toutes ces années? Oui, je voudrais y arriver, mais d'abord, je voudrais dire que, comme nous parlions des causes, oui, je voulais dire que d'abord, ce sont les ONG internationales, ce sont les multinationales, ce sont les acteurs politiques de notre pays, les Congolais, ce sont les hommes d'affaires du Congo et beaucoup plus nos confrères de l'Est en complicité avec les ONG internationales, avec les multinationales, avec les pays étrangers qui sont en train d'alimenter toutes ces guerres par leur convoitise, par leur vouloir de s'enrichir illicitement dans notre pays. C'est tout cela qui fait que nous puissions avoir toujours le sang en train de couler à l'Est. Donc, ici, le problème, c'est que nous, en tant qu'autochtones de la RDC, nous demandons d'abord que la MONUSCO puisse quitter la RDC. Et c'est ce qui ferait que le massacre puisse disparaître. Oui, parce que la MONUSCO est là, il avait même renouvelé leur mandat pour dire que maintenant ils veulent attaquer. Est-ce que vous avez déjà écouté cela? Mais bien sûr, il est en train de fournir les efforts qu'il faut pour... Non, mon frère, nous ne devons pas nous voiler la face. La MONUSCO n'était pas dans ces pays avant l'AFDEL et autres, mais il y avait la paix à l'est du pays. Mais aujourd'hui, ces gens-là qui font la guerre, ces groupes armés-là, on les trouve avec des nouvelles armes. Hein? D'ici, peut-être les armes fabriquées en 2000, c'est pas moi, en 2018, tout ça. Hein? Et donc, selon vous, la MONUSCO semblerait collaborer avec... Bien sûr, et les ONG internationales. Alors, moi, je pense que le gouvernement doit vraiment prendre les choses en main. Ils doivent d'abord faire partir la MONUSCO. Ils doivent essayer d'ajuster, disons, l'infiltration des ONG là-bas. Parce que, mon frère, vous allez trouver que à travers le pays, la RDC est vaste. Mais toutes les ONG internationales ne sont focalisées qu'à l'Est. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi seulement à l'Est? Pourquoi pas au Kasaï? Pourquoi pas à l'Équateur? Pourquoi pas au Congo central et ailleurs? Pourquoi seulement à l'Est? Pourquoi ils veulent toujours s'installer là-bas? Vous allez trouver qu'il y a plus de Blancs à l'Est qu'ici à Kinshasa et dans d'autres provinces. Pourquoi ils sont toujours là? Donc, ce sont des questions que nous devons nous poser. Et aussi, j'ai félicité le président actuel de l'Assemblée. Il a le courage qu'avait Vital Kamerhe à son temps quand il était président de l'Assemblée. Il est vraiment acclamé.
il a réuni les députés ressortissants de l'Est pour leur dire que non, sortez dans des groupes armés. Parce que ce sont eux qui alimentent, ce sont eux qui encouragent les gens qui veulent massacrer notre pays. Merci beaucoup. Donc, par là, s'il faut éclairer nos téléspectateurs, c'est comme si le député ressortissants de l'Est sont impliqués dans ce massacre. Les députés, non seulement les députés, mais aussi les officiers militaires qui sont à l'Est, mais aussi certaines personnalités qui sont passées dans des gouvernements passés et autres, qui sont même dans les gouvernements actuels, je m'excuse, ils sont à la base de ça. Moi, je pense qu'il doit y avoir... vraiment, le gouvernement doit faire une diagnostic claire pour identifier les vrais acteurs qui alimentent les guerres de l'Est. S'ils sont congolais, ils doivent être punis par la loi. D'ailleurs, je peux encourager même l'Assemblée. Les députés doivent proposer des lois, vraiment les lois qui doivent punir sévèrement les Congolais, nos confrères congolais, qui doivent être retrouvés, impliqués dans des choses comme ça. Ils doivent vraiment servir d'exemple. Pourquoi pas peut-être être abattus même, hein, vraiment devant tout le monde. Mais ça serait déjà une dictature aussi longtemps que nous sommes déjà dans la démocratie. Et surtout qu'il y a aussi les ONG qui prennent pour les droits de l'homme, tout ça. Vous ne voyez pas que ça serait encore être hors loi par rapport à comment ces aires d'action? Écoutez mon frère, nous parlons de la démocratie. Moi je suis de ceux-là qui dit que nous puissions avoir la démocratie à l'africain. Parce que vous êtes sans ignorer, nous devons placer notre modèle selon nos royaumes et nos empires. Est-ce que quand on était dans les royaumes et les empires, les choses comme ça se faisaient? Non. Mais on était très bien dirigés. Est-ce qu'il y avait la démocratie au modèle occidental? Non. Nous devons avoir notre modèle de démocratie. La démocratie à l'africain. Donc, c'est-à-dire, quand il y a des choses qu'il faut punir publiquement, il faut punir pour servir d'exemple. Nous ne devons pas nous voiler de face. Donc, nous devons servir vraiment l'exemple en Afrique pour que ces choses ici vraiment puissent être radiquées catégoriquement. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Donc, s'il faut très bien suivre vos analyses, ceux qui sont vraiment impliqués dans ce massacre doivent être punis sévèrement par la loi. Bien sûr. Bon, admettons ici, parce que le président Mbosoko Dia a dit à nos frères de Kivu de se retirer dans les groupes armés. Ouais. Et son fils Jean-Marc Kabondi dira que le bureau de l'Assemblée nationale ne protégera personne, que sera mis à la disposition de la justice. Et à partir de là, on a compris qu'ils ont eu autant d'informations qu'ils ont été fournis par le service des renseignements. Et admettons qu'aujourd'hui, on tutoyait un député qui a des immunités. Est-ce que vous aussi qui pourrait être directement traduit à la justice? Pourquoi pas? Un député, c'est un Congolais comme tout le monde. Et on dit, la loi congolaise, la Constitution dit que nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Nous tous, nous sommes en dessous de la loi. Mais Alexis Ntambwe Mwamba, l'ancien président de la Chambre haute, jusqu'à présent, il n'a jamais été traduit à justice parce qu'il a des immunités qui les protègent. Pourquoi est-ce que cette loi n'a pas eu son impact sur Alexis Ntambwe Mwamba? Non, non, il y a l'ordre des choses dans le pays qui est en train de s'établir. On venait de notre régime, maintenant nous sommes dans un autre régime qui vient avec un autre ordre. Nous avons maintenant l'Assemblée de l'Union sacrée, nous avons le Sénat de l'Union sacrée, nous aurons le gouvernement de l'Union sacrée. Et tous ces gens-là se sont alignés derrière le chef de l'État pour servir le peuple, la volonté du peuple. Et je pense que les gens qui s'est protégés entre eux, les uns aux autres, ils doivent maintenant recadrer les choses. Et j'espère que ceux qui auront des problèmes, comme celui que vous venez de citer, et les autres, si on trouve qu'un député, un ministre a des problèmes avec la justice, moi j'appellerai vraiment mes frères députés, nos représentants au hémicycle national, de lever directement
ses immunités pour qu'il puisse aller répondre devant la justice. Si on trouve qu'il est innocent, parce que tout le monde est présumé innocent quand il est interpellé. S'il est innocent, il rentre dans son poste. Mais si on trouve qu'il est incriminé, on l'a trouvé la main dans la pâte, il doit être traduit et puis être puni par la loi. C'est comme ça. On ne doit pas vraiment se protéger même ceux qui causent la désolation dans les pays. Ce n'est pas bien. Merci beaucoup. Nous chutons déjà vers la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Thématique, mystère ou surprise. J'ai des noms ici. Qui, selon vous, mérite la nouvelle chance d'être dans le prochain gouvernement? Entre Monsieur Lambert Mende Malanga et Denis Kambaye, à qui pourriez-vous donner une nouvelle chance d'être dans le nouveau gouvernement? Moi, je peux donner la chance à Denis Kambaye. Pourquoi? Je donne la chance à Denis Kambaye parce que quand il était à la tête du ministère des Sports, nous avons vu que le pays a pris la lyre. Et puis, nous avons même eu à venir avec des trophées dans le pays. Et notre équipe avait remporté Chan, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup, même ceux qui pratiquent des sports personnels, ils ont eu à remporter des médailles et des coupes ici. Raison pour laquelle, moi je vois que d'abord il est sportif, il peut diriger le ministère des Sports si on lui donnait, et il a vraiment la bénédiction des autochtones. Moi je les soutiens. Et je ne soutiens pas Lambert Mende parce qu'il a servi le mal. Merci beaucoup. Presque à la fin, comme je voulais le dire, quel est votre mot de la fin à nos téléspectateurs et tous ceux qui nous ont suivis? Le mot de la fin, c'est de demander au chef de l'État et au Premier ministre, pour mettre fin à la guerre de l'Est, nous devons vraiment diagnostiquer, trouver les acteurs, les punir. Mais aussi, nous ne devons pas avoir des militaires éternels à l'Est. Il faut qu'il y ait vraiment des transferts à tout moment. Il faut qu'on puisse bouger les gens à tout moment. On ne peut pas laisser les militaires ou les officiers militaires, et même dans l'administration à l'Est, pendant 2 ans, 3 ans. Après 3 mois, on peut changer l'équipe. Après 3 mois, on change l'équipe. Parce que quand on met les gens qui traînent là-bas, ils se familiarisent avec ces groupes armés-là, et puis ils s'y mêlent. Vous allez voir que quelqu'un qui était à l'Est comme commandant de notre armée, demain après demain, il a des immeubles ici à Kinshasa. Où est-ce qu'il a trouvé ça? C'est-à-dire que les gens qu'on envoie là-bas, des fois ils se familiarisent et puis ils s'intègrent. Ils commencent à coopérer avec les groupes armés. Ils s'enrichissent aussi derrière les groupes armés. Parce que comment voulez-vous que les groupes armés de 300 personnes, 200 personnes, 50 personnes peuvent être plus forts que notre armée? C'est inconcevable. Je me rappelle de ce que le colonel Mayele avait dit à Mobutu autrefois. Il a dit, si vous voyez la guerre continuer, c'est-à-dire que les officiers sont vraiment aussi impliqués dans cela. Donc si on applique cela, je pense que les choses pourront aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Faustin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, Chims. Merci à l'ingénieur Lubaki. Kashkashinde, bien de bonnes choses à vous et à toute l'équipe de PES TV. Je vous dis merci et à la prochaine. Merci. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort,